Bon, vous l'avez vu, hier, il y a un homme qui a installé un péage, mais sur l'océan, enfin sur la mer. Pas une taxe, pas une sanction, un péage. 20% de la valeur de tout ce qui passe. Et l'endroit qu'il a choisi, c'est pas n'importe quel bout de mer, hein, c'est le détroit d'Ormuz. C'est 1/5 du pétrole mondial tous les jours. Alors résultat, le pétrole a pris presque 10% en une séance. C'est sa plus grosse journée depuis 2020, il paraît. Et les semi-conducteurs se sont fait démonter. Et écoutez bien, parce que ça, c'est le vrai sujet. Les actions ont baissé, les obligations ont baissé, et l'or a baissé aussi. Les trois, tout en même temps. La dernière fois que plus personne n'avait d'endroit où se cacher, eh ben, ça s'est assez mal terminé. Et le plus drôle, c'est qu'hier matin, j'étais convaincu que le marché se foutait de la guerre définitivement. Il m'aura fallu 24 heures pour ranger ma théorie au placard. Comme quoi, c'est temps, dès que je veux être un tantinet optimiste, eh ben, ça devient assez rapidement compliqué. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, on va se poser la question à 1 million. Est-ce qu'on rachète le dip ou est-ce que cette fois, c'est différent ? Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 14 juillet 2026. Au programme du jour, un Trump qui se prend pour une société d'autoroute, un chouchou de la bourse coréenne qui saute sur une mine, une inflation qui va nous mentir droit dans les yeux à 14h30 tout à l'heure, et un marché qui commence à planquer son fric sous le matelas pendant que Macron est prêt à faire couler le sang de son peuple en vendant des rafales à l'Ukraine qui seront payées avec l'argent du même peuple, pas l'argent du peuple ukrainien, hein, l'argent du peuple français. Alors accrochez-vous, c'est assez dense ce matin et on se retrouve juste après ça. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors d'abord, remettons les choses dans l'ordre parce qu'il faut quand même que je vous fasse un aveu. Depuis le cessez-le-feu de mi-juin entre Washington et Téhéran, le marché avait décidé que la guerre c'était fini. Réglé, dossier classé, le baril était retombé vers 65 $, les tankers recirculaient presque normalement, et tout le monde était retourné s'extasier devant le dossier intelligence artificielle, comme si le golfe Persique était devenu un club de vacances, une nouvelle destination du Club Med. Et moi je vous disais, vous voyez, le marché se fout totalement de la guerre. Sauf que c'était faux. Enfin, c'était incomplet. Le marché ne se foutait pas de la guerre par courage, il s'en foutait parce que le pétrole ne bougeait pas. C'est tout. Le marché ne price pas la guerre, il price le baril. Et le jour où le baril bouge, la guerre redevient réelle. Et ce week-end, enfin ce lundi matin aussi, elle est devenue très très réelle. Samedi, après l'attaque d'un cargo, les Américains ont frappé 140 cibles en Iran. On est à plus de 300 cibles sur 3 jours, ça continue cette nuit. Et l'Iran réplique sur des bases américaines dans toute la région. Les Émirats interceptent des missiles. Les sirènes hurlent à Bahreïn, des explosions à Doha. Téhéran déclare le détroit d'Ormuz fermé. Je cite, jusqu'à nouvel ordre. Et le nouveau guide suprême, qui vient de succéder à son père qui s'est fait piétiner, promet de le venger. On parle même d'assassinat sur Donald Trump. Côté américain, le secrétaire de la Défense a résumé la doctrine diplomatique en 8 mots. L'Iran a fait un mauvais choix, maintenant il paye. Mais tenez-vous bien, tout ça là, les 300 cibles, les missiles, les sirènes, c'est pas ça qui a fait paniquer le marché, non. Ce qui l'a fait paniquer, c'est un post sur les réseaux sociaux lundi matin. Lundi matin, Trump a sorti l'artillerie. Pas l'artillerie militaire, l'artillerie sémantique. Alors tout d'abord, le blocus des ports iraniens est rétabli, effectif ce mardi soir, et en deuxième position, et c'est là que ça devient du grand art, les États-Unis deviennent officiellement, en majuscule dans le texte, le gardien du détroit d'Ormuz. Et un gardien, ça se paye 20% de la valeur de toutes les cargaisons. Le matin même sur Fox News, le président hésitait encore entre gardien et ange gardien du détroit, et c'est véridique, hein, avant de trancher sur l'essentiel en disant, je cite, ah, on va le garder et on va être payé pour le garder. Beaucoup d'argent, au moins ça c'est clair. Et là, réponse de Téhéran, et franchement c'est ma réplique préférée de l'année, l'Iran a toujours été le gardien du détroit et le restera pour toujours, mais 20% c'est trop cher. Nous les Iraniens, on saura faire.
Vous réalisez ce qui est en train de se passer là? Deux puissances nucléaires, ou presque, sont en train de se disputer le racket de la même voie maritime. C'est quasiment deux videurs qui se battent pour encaisser l'entrée de la même boîte de nuit. Sauf que la boîte de nuit, c'est 20% du pétrole de la planète qui y passe tous les jours. Ça commence à faire un tout petit peu cher le cocktail. Conséquence immédiate, les traversées du détroit ont chuté de moitié sur le week-end. Les tankers qui passent encore coupent leur transpondeur pour se faire discret, ce qui accessoirement c'est la meilleure façon de se rentrer dedans au milieu du détroit. Et le Brent frise donc les $84. Mais la vraie question, c'est pourquoi c'est le péage qui a fait basculer le marché et pas les missiles? Eh bien, tout simplement parce que les missiles, c'est abstrait, c'est loin, c'est de la géopolitique, c'est le journal de 20 heures, mais un péage de 20%, ça peut se calculer sur les doigts ou sur un fichier Excel. Ça finit quand même à la fin dans le prix du fret, le fret finit dans le prix de l'essence finit dans le CPI, et le CPI finit dans les taux, et les taux, c'est le seul sujet qui fasse encore vraiment peur à ce marché. Regardez ce qui s'est passé hier. Pendant que tout le monde avait les yeux sur le Golfe, le rendement à 2 ans, le rendement américain à 2 ans, est remonté à son plus haut niveau depuis février 2025. Le 2 ans, c'est quand même le thermomètre des anticipations de la Fed. Et là, le thermomètre, il dit un truc que personne n'a envie d'entendre. Le marché ne price plus de baisse de taux. Il commence carrément à pricer des hausses. Les baisses de taux, c'est officiellement devenu une hypothèse farfelue émise par un analyste sous cocaïne. Et Christopher Waller, un des gouverneurs les plus influents de la Fed américaine, a mis les pieds dans le plat. Après 5 à 6 mois de hausse continue de l'inflation, si le prochain chiffre est encore chaud, je le cite, je le traiterai comme un signal et pas comme du bruit. Alors ça, si c'est pas une menace, je sais pas ce que c'est. Et justement, devinez ce qui va tomber aujourd'hui à 14h30, heure de Fuyy. Le CPI, oui, l'inflation américaine du mois de juin. Et puis alors attention, parce que c'est là que ça devient vicieux. Ce chiffre devrait être bon. Première baisse mensuelle depuis 6 ans. Pourquoi? Eh bien parce que l'essence avait perdu 15% entre mi-mai et fin juin. Non, je ne sais pas si vous voyez l'arnaque là. Ce chiffre photographie un monde où le pétrole baissait, un monde qui n'existe plus depuis hier à 16h. On va applaudir une photo de vacances prise avant l'incendie de la maison. Et au milieu de tout ça, je veux dire juste un petit mot pour Kevin Warsh, qui est, vous le savez tous, le nouveau patron de la Fed, nommé par Trump avec la mission implicite de baisser les taux. Cette semaine, il passe son premier grand oral devant le Congrès pour expliquer pourquoi il va peut-être devoir les monter. Pendant que le président qu'il a nommé fait flamber le pétrole en jouant au gardien de péage dans le Golfe. C'est quand même vachement sympa comme bizutage. Bon, et pendant que tout ça se passait, à 9000 km de là, il y a un truc qui a explosé et ça n'a rien à voir avec l'Iran. Séoul, lundi matin, le Kospi, l'indice coréen, le marché le plus chaud de la planète cette année, il prend 9% dans les dents en une seule séance. Il est maintenant à moins 25% de son record de fin juin. On est donc, oui, vous l'avez compris, en bear market officiel. Et au centre du cratère de l'explosion, du bombardement de la nuit, il y a SK Hynix. Alors, laissez-moi vous raconter la semaine de SK Hynix parce que c'est un scénario de film. SK Hynix, c'est le champion de la mémoire pour l'intelligence artificielle. Plus 500% en 12 mois. Vendredi dernier, la boîte débarque carrément à New York. Plus grosse cotation étrangère de l'histoire. 26,5 milliards levés devant Alibaba. Le titre prend 13% pour son premier jour. Champagne, confetti, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'aime, tout le monde est ami. Et puis lundi, premier vrai jour sous son ticker définitif. Moins 15% à Séoul, moins 9 à New York. Hynix a littéralement sauté sur une mine le deuxième jour d'école. Et vous voulez savoir ce qui a déclenché tout ça? Pas un profit warning, pas un scandale. Un courtier local, un Coréen, qui à lui tout seul a osé suggérer que éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, la prochaine publication pourrait décevoir. Ouais, c'est tout. Après 500% de hausse, il suffit d'un murmure. Bref, tout le secteur s'est fait défoncer. Mais le truc le plus révélateur de la journée, c'est même pas Hynix, c'est TSMC. TSMC, le fondeur taïwanais, l'usine du monde de l'IA, a préannoncé hier un mois de juin record au niveau des ventes, revenu en hausse de 67% sur un an, des clients qui payent des primes de 50 à 100% juste pour passer devant les autres, dans la file d'attente, les meilleurs chiffres de ces 39 années d'existence. Résultat à New York, moins 3%.
Ouais, quand une entreprise publie les meilleurs chiffres de vente de son histoire et que le titre baisse, le problème, c'est pas l'entreprise, c'est le prix de l'entreprise. La vraie publication tombera jeudi et si TSMC ne marche pas sur l'eau en courant et en multipliant les pains en même temps, il n'est pas exclu que tout le secteur se reprenne un coup de boule de classe mondiale. Et puis alors, le détail savoureux pour finir cet acte, c'est le S&P 500 hors technologie. L'indice où vous enlevez toute la tech dedans. Hier, il était parfaitement inchangé. 0% de mouvement pendant que le Nasdaq se prenait 1,5% dans les dents. Toute la casse, c'est de la tech. Et où sont allés se réfugier les vendeurs de semi-conducteurs ? Chez Microsoft, Amazon, Apple, autrement dit, pour se protéger de la bulle de l'intelligence artificielle, le marché achète d'autres morceaux de la bulle IA. Juste des étages avec une meilleure moquette, une meilleure vue, une meilleure qualité. On appelle ça de la diversification, il paraît. Bon, maintenant, je vais encore vous donner les 2-3 trucs qui, moi, personnellement, tout seul, après 30 ans de métier, me font hausser les sourcils. Tout d'abord, on avait hier, les actions étaient en baisse, les obligations étaient en baisse et l'or était en baisse de 2,5%. Les 3 classes d'actifs vendues en même temps, et ça, c'est pas de la rotation, c'est du cash qu'on sort du marché et qu'on planque quelque part, sous le matelas si possible. Et on ne planque pas du fric sous le matelas quand la confiance règne. En 2, vous avez les bulles adjacentes qui commencent quand même à faire un tout petit peu pop. Prenez l'exemple de SpaceX, ça c'est le truc qui fait un peu rigoler. Introduite en bourse il y a un mois, la plus grosse IPO de tous les temps, est revenue flirter avec son prix d'introduction. 800 milliards de capitalisation boursière évaporée en 4 semaines. Pour une boîte que Deutsche Bank qualifiait de sommet de l'ambition civilisationnelle. Prochain épisode jeudi avec le 13e vol test du Starship, fraîchement autorisé par une FAA qui vient tout juste de classer l'enquête sur le précédent vol qui avait fini en feu d'artifice. Donc, jeudi, vous avez TSMC le matin et Starship le soir. Je vous laisse imaginer la journée pour mon premier jour de retour après les vacances. Et en 3, la dette liée à l'IA a doublé en un an. 270 milliards de dollars. Amazon est en tête avec 92 milliards d'émissions, au point que les gérants obligataires saturent leurs limites et réclament des spreads plus larges. Oui, quand on finance une révolution à crédit et que les taux remontent, la révolution coûte plus cher. C'est tout bête, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, la séance de ce mardi, c'est un menu dégustation. Les grandes banques américaines publient avant l'ouverture. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, avec des attentes de plus de 22% de croissance sur les profits, autant dire zéro marge d'erreur. Le CPI sortira à 14h30. Le blocus effectif dans le détroit d'Ormuz, c'est 22h heure européenne mardi soir. Et Warsh est dans le viseur du Congrès. D'ailleurs, le patron de Citibank, a également donné le ton avant sa propre publication trimestrielle. On n'est pas cher, il est temps de monter dans le train. Proposer aux gens de monter dans le train de sa propre entreprise le jour où tout le monde saute du wagon en marche, franchement, il faut oser. Ou alors, il faut être très très bien informé. Et donc, la question qui se pose en ce mardi, c'est buy the dip or not buy the dip. Le réflexe pavlovien actuel dit « bah oui, évidemment ». Le S&P n'est finalement qu'à 1% de son record et depuis 2025, parier sur le taco de Trump finit toujours par reculer a été la stratégie la plus rentable de Wall Street. Le problème, c'est que cette fois, le chicken out n'est pas garanti. Reculer sur des tarifs qui plombent sa cote, ça, Trump sait faire, mais renoncer à un péage qui rapporterait, selon ses mots, beaucoup d'argent tout en s'étant lui-même baptisé gardien du détroit, ça sera quand même la première fois de sa carrière qu'il recule devant une gigantesque caisse enregistreuse. Et en face, on a un guide suprême tout neuf qui doit venger son père et qui ne peut pas reculer non plus. 2 hommes incapables de perdre la face, qui se haïssent à un point inouï, un chenal de 33 km de large, des réserves stratégiques déjà bien entamées par le premier round. Il suffirait d'un missile mal placé sur un tanker plein, ou pire sur une frégate américaine, et on ne parlera plus de 80 $ le baril, il faudra juste mettre un 1 devant. Et si le CPI est gentil tout à l'heure, le dip sera probablement racheté avant même que New York ait fini son café, parce que ce marché veut désespérément croire qu'on va s'en sortir. Et si le CPI est chaud, eh bien on mettra la tête entre les genoux et on espère que c'était juste une turbulence. Mais dans les deux cas, retenez une chose de cette vidéo. Hier, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus d'endroit où se planquer. Et le jour où il n'y a plus d'endroit où se planquer, c'est qu'il est temps de se souvenir des consignes de sécurité que l'hôtesse vous donnait pendant que vous dormiez déjà avant le décollage.
Et à propos de décollage, je suis sur le chemin du retour. La prochaine vidéo, c'est depuis le studio à la maison. Et ça sera vendredi matin. Et on enchaînera directement derrière avec le Swiss Bliss samedi matin. En attendant, on s'abonne, on like, on partage et on commente. Et je vous retrouve très bientôt. Belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.